Et alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance publique de la Commission de l'environnement. Nous sommes le 17 avril 2025 en direct de l'Hôtel de Ville toujours. Mon nom, c'est Joanie Belrose. Je suis la présidente de la commission. J'ai cet honneur-là de siéger ici. Et je suis accompagnée aussi des membres élus de la commission, Madame Catherine Boileau à ma gauche, Monsieur Claude Charon et de l'autre côté, Monsieur Marc Deneau. Alors, bon matin tout le monde. Il y a d'autres élus qui sont présents avec nous, Madame Geneviève Laroche, Madame Christelle Lefebvre et en ligne, nous avons également Nancy Robichaud. Ensuite, du côté de l'administration du Bureau de l'environnement, notre directrice Mélanie Lelièvre. Nous avons également Madame Amélie Paiement pour la présentation de notre premier dossier ce matin. Et puis, nous avons également Monsieur Jean-Christophe Racette de la mairie. Alors voilà, j'ai oublié personne. Excellent. Puis nous avons deux invités externes, en fait, qui sont partenaires de la démarche du plan climat depuis le tout début. Donc, Monsieur Michel Bélanger du Cégep de Sherbrooke et Madame Judith Baudouin de l'Université de Sherbrooke également. Donc, merci à tout le monde d'être là ce matin. Merci à ceux qui suivent les travaux de la commission, que ce soit en rediffusion plus tard. Donc, on vous salue à l'avance. Merci aussi aux journalistes qui sont présents dans la salle. Je me permets aussi ce mois-ci de faire une courte parenthèse parce que le 22 avril, donc mardi prochain, c'est le jour de la Terre, un événement qui est fêté annuellement et puis à travers le monde entier. Donc, pour célébrer l'environnement, pour manifester, pour mobiliser les gens autour des enjeux climatiques. Donc, ce matin, c'est un peu en cohérence avec ce jour de la Terre qu'à la Commission de l'environnement, nous souhaitons déposer deux projets qui sont de grande importance pour nous, pour recommandation au conseil municipal et qui feront l'objet des présentations. Donc, nous avons pour recommandation l'adoption du plan d'atténuation des changements climatiques, donc la réduction des gaz à effet de serre. C'est une version partielle de notre plan climat. Et le deuxième dossier, c'est des modifications de la réglementation sur l'utilisation extérieure des pesticides et des matières fertilisantes. Pardon. Donc, c'est encore des ajouts qu'on fait progressivement pour améliorer notre gestion des pesticides. Donc, la séance est ouverte. Est-ce que l'ordre du jour vous convient, chers membres? Parfait. Il n'y avait pas d'adoption de procès-verbal ce matin, donc on peut passer directement au premier point, le 5.1.1, plan climat partiel, recommandation d'adoption du plan d'atténuation des changements climatiques. Donc, est-ce que vous voulez faire une introduction, Madame Lelièvre? Oui, je vais ouvrir la présentation. Excusez, Madame la Présidente, on voit qu'on a une demoiselle avec nous. Peut-être nous présenter la dame qui s'est jointe à nous. Bien, en fait, j'ai demandé par délicatesse si elle souhaitait que je la présente. La réponse était plutôt négative, donc peut-être à la pause tantôt. Très bien. Bonjour, Monsieur Girard. Oui, Monsieur Girard s'est joint à nous. Alors, on est bien heureux de vous présenter la portion atténuation du plan climat aujourd'hui. À cette fin, je vais être accompagnée d'Amélie Paiement, chargée de projet au sein de l'équipe du Bureau de l'environnement, qui pilote ce dossier. Donc, je rappelle que les mesures de ce plan ont été présentées à la présente commission en début d'année, le 13 février dernier. Puis, à l'issue de cette présentation, des questions, des échanges qui en ont découlé. Il y a des ajustements qui ont été faits aux mesures. Donc, on vient donc vous présenter cette version finale au fin de sa recommandation qui cheminera par la suite vers le conseil. Et donc, pour démarrer avec la présentation aujourd'hui, notre objectif, ça va être vraiment de contextualiser le plan d'atténuation des changements climatiques et on va ensuite rentrer dans la présentation plus formelle du plan avec le survol de l'ensemble des mesures qui sont présentées pour atteindre les objectifs. Et comme je disais, donc le dossier devra par la suite cheminer vers son adoption par le conseil municipal, ce qui nous permettra de déposer ce plan partiel au programme ATCL du gouvernement du Québec, au ministère de l'Environnement, qui permettra une étape subséquente, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Amélie. Pardon. Merci, Mélanie. Donc,
Le plan qu'on vient vous présenter aujourd'hui, il repose sur une démarche concertée des parties prenantes internes et externes. Il propose des mesures qui permettront d'atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 d'ici 2030 par rapport au niveau de 2009. Puis, il est suffisamment complet pour être soumis comme plan climat partiel au ministère de l'Environnement et permettre l'accès à du financement pour le volet 2 de TCL, ce qui permettra la réalisation de projets de réduction de gaz à effet de serre. Donc, on va revenir un peu sur le contexte dans lequel on vous présente le plan aujourd'hui. Donc, il y a urgence d'agir. Dans son dernier rapport, le GIEC conclut que pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ou 2 degrés Celsius, des réductions rapides, voire immédiates des émissions de GS sont nécessaires et qu'il faudra atteindre la carboneutralité d'ici 2050 à 2070. Ce que vous voyez en rouge, c'est les politiques qui sont implémentées en ce moment. Ce que vous voyez en vert et en bleu, c'est ce qu'on devrait faire pour limiter les réchauffements climatiques à un seuil qui est viable. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a urgence d'agir et des grands efforts qui seront nécessaires. Au niveau provincial, dans son plan pour une économie verte, le gouvernement du Québec s'est engagé à réduire de 37,5 les émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 90 d'ici 2030 pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La Fédération canadienne des municipalités a fait une étude puis a estimé que les municipalités ont une influence sur environ 50 des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Donc, il est donc essentiel de passer via l'action municipale pour atteindre nos objectifs collectifs. Donc, excusez-moi, du point de vue un peu plus administratif, je vais vous expliquer les grandes lignes du programme ATCL, Accélérer la transition climatique locale, qui ultimement permettra d'accéder à du financement pour la mise en œuvre des projets. Tout d'abord, on doit déposer un plan d'atténuation changement climatique comme plan climat partiel dans le cadre du programme. Le ministère de l'Environnement pourra par la suite l'analyser et l'approuver, qui va nous ouvrir l'accès au volet 2 du programme pour la réalisation de projets. Pour participer au volet 2, on devra sélectionner des projets qui découlent des mesures du plan qu'on vous présente aujourd'hui, les assembler dans une programmation de projet qu'on va déposer au MAMACH dès qu'il y aura ouverture du prochain appel de programmation. Le MAMACH va analyser notre demande, ce qui devrait nous permettre d'ici 2006 d'avoir du financement pour démarrer les projets qui ont été identifiés. Parfait. Donc, l'élaboration du plan d'atténuation, c'est une longue démarche qui a démarré en 2016. On a adopté la cible de réduction des gaz à effet de serre, qui est la même qu'on retrouve à la planification stratégique. Les objectifs du plan d'atténuation ont quant à eux été adoptés en 2021. À 2022, dans le cadre du diagnostic, on a refait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2021. Il y a une grande consultation des parties prenantes et des noyaux d'experts, ainsi que des services municipaux qui a été également réalisée en 2022. Pour s'assurer de l'arrimage des mesures avec notre objectif, on a estimé le potentiel de réduction des émissions, puis on a pu déterminer des cibles thématiques en 2023. Ensuite, en 2024, lorsque le programme ATCL a été lancé et que la Ville de Sherbrooke y a pris part, l'adoption de la portée du dossier pour le plan climat a été adoptée, qui comprenait la mise en œuvre du plan d'atténuation plus rapide. Ce qui a été fait, donc le plan d'atténuation a été finalisé cette année avec une mise à jour des mesures, puis une validation auprès des services municipaux et des élus. Donc, c'est le résultat de ce travail que je viens vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des questions concernant la démarche ou le contexte? Peut-être juste ajouter comme information que la programmation va revenir à la commission du mois de mai. En fait, on va revoir le dossier avec la proposition de programmation. Donc maintenant, au niveau du diagnostic, on va faire un portrait sommaire de nos émissions. Donc, les émissions sur le territoire de la Ville de Sherbrooke proviennent principalement du transport, pour 58 de l'énergie consommée par nos bâtiments pour 38 et de la décomposition de nos matières résiduelles pour 5 Donc, ce sont nos principales sources d'émissions collectives sur le territoire. Comment nos émissions ont évolué? Dans le temps, les émissions par habitant sont en constante diminution, donc on peut marquer un progrès. Par contre, il y a une croissance démographique à la ville, ce qui fait que ces efforts-là sont atténués. Puis en 2021, nos émissions étaient légèrement plus élevées qu'en 2016. On était toujours sous le seuil de 2009. Donc, ce qui fait en sorte que pour atteindre nos objectifs, ça va prendre un effort soutenu puisque la croissance de la population devrait se maintenir. Donc, parlant d'objectifs et de la cible, donc les objectifs du plan d'atténuation sont d'être le catalyseur de la réduction des gaz à effet de serre sur le territoire.
en réalisant des actions structurantes sur lesquelles la collectivité peut s'appuyer et bâtir ses initiatives. On veut aussi mobiliser la communauté sherbrookoise afin de propulser l'action climatique à toutes les échelles du territoire. Puis finalement, on veut assurer la cohérence et l'exemplarité des activités et des décisions de la ville de Sherbrooke. La cible qu'on souhaite atteindre, c'est de réduire d'ici 2030 les émissions de GES de 30 sous les niveaux de 2009. C'est en adéquation avec l'orientation. C'est en parfaite adéquation avec la planification stratégique, plus précisément avec l'orientation réaliser la transition écologique. Donc, qu'est-ce que ça représente atteindre cet objectif-là? Vous pouvez le voir sur le graphique ici. Donc, en bleu, vous avez les totales des émissions, puis en vert, ce que ça représente par habitant. Donc, il reste quand même un bon effort à soutenir. Il reste 24 des émissions à réduire d'ici 2030. On en avait réduit 6 en 2021. Donc, comment on prévoit atteindre ça? Vous pouvez le voir ici avec nos cibles thématiques. Donc, nos 3 principales sources d'émissions sont le transport, les bâtiments et l'énergie, ainsi que la consommation responsable et les matières résiduelles. Donc, pour le transport, on veut augmenter de 40 les distances en transport actif, en transport en commun et en covoiturage. Puis, on veut atteindre une part de 30 de véhicules électriques, ce qui va permettre de réduire nos émissions de 13 Au niveau des bâtiments et de l'énergie, on veut réduire de 50 la consommation du mazout et de 30 la consommation énergétique autre que le mazout, ce qui va nous permettre d'aller chercher un autre 11 de réduction. Pour ce qui est de la consommation responsable et des matières résiduelles, on veut s'arrimer avec le plan de gestion des matières résiduelles, puis réduire la quantité de matières résiduelles enfouies à moins de 480 kg par habitant, ce qui nous fera une réduction de 0,4 Ça peut sembler peu, mais on va y revenir plus tard, ça va avoir des impacts sur notre empreinte carbone qui est plus globale. On avait déjà des réductions de 6 entre 2009 et 2021, ce qui nous permettrait d'atteindre notre cible de 30 Donc, est-ce qu'il y avait des questions au niveau des cibles et objectifs? Je pense que l'enjeu est quand même majeur si on regarde l'effort qu'il y a à faire. Puis quand on dit 50 des gaz à effet de serre viennent d'influences municipales, mais je pense que c'est une responsabilité qu'on ne doit pas juste assumer à nous autres. Puis je vais vous donner l'exemple que à la page où les cibles thématiques, augmenter les distances en transport actif, en transport en commun, tout ça. Là, on fait une demande au gouvernement du Québec de nous donner un coup de main alors qu'eux autres se désengagent dans ces responsabilités-là. Autant on parle de l'électrification des transports. Dans le document, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, bien, on ne veut pas être seul dans ces enjeux-là? Parce que vous savez, on peut avoir plein d'ambitions, mais ça prend les ressources financières pour les atteindre. Et je pense que de mettre des mesures, il faut qu'elles soient appuyées. De quelle façon qu'on peut, comme on dit, envoyer un message clair au gouvernement que l'électrification des transports, autant des véhicules de la société de transport que des individus, on ne fera pas ça, nous, les subventionner. Puis là, on regarde les engagements qu'ils font, ils se désengagent. Donc, il n'y a pas moi, je vous lance ça comme ça. Il me semble qu'il faut envoyer un message qu'on n'est pas tout seul dans le combat du 50 Ce n'est pas notre responsabilité, c'est l'influence qu'on a, je suis d'accord. Oui, c'est plus au niveau de la représentation qu'on peut faire en tant que politique, en fait, là, c'est ce que j'entends. Puis, je me souviens que dans notre plan de gestion de matières résiduelles, on avait ajouté une mesure exprès, en fait, pour dire c'est important que le politique fasse des représentations. Des fois, ça peut être sous forme de résolution au conseil municipal. Donc, je pense qu'on pourrait s'y attarder, mais plus entre peut-être les membres de la commission que dans ce plan-là qui va être déposé au gouvernement. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Puis oui, c'est très, très pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade-ci? Non? Parfait. Donc, on va donc passer au plan d'action. Donc, le plan d'action est composé de 3 grands chantiers qui correspondent à nos 3 grandes sources d'émissions. De ces chantiers-là, il y a des cibles thématiques qui en découlent, que je viens de vous présenter, qui nous permettent d'atteindre la cible. Puis, on a aussi 12 grands changements. Ces grands changements-là découlent de la consultation des parties prenantes, c'est d'imaginer vers le futur ce qu'on veut atteindre. Quand on combine tout ça, on a pu établir 38 mesures qui, une fois mises en œuvre, devraient permettre de réduire de 30 nos émissions de gaz à effet de serre sous les niveaux de 2009.
Donc, passons maintenant au grand chantier. Donc, le premier grand chantier, c'est le chantier du transport. Comme on le mentionnait plus tôt, le transport est responsable de 55 de nos émissions de GES. Il est donc important de s'y attarder. On revient sur nos dossiers de thématiques qui sont d'augmenter de 40 la distance parcourue en mobilité durable, puis d'atteindre une part de 30 de véhicules électriques. Les grands changements qui sont souhaités pour ce chantier sont de réduire les déplacements motorisés et diminuer la dépendance à l'automobile, développer une offre de mobilité durable plus compétitive à l'auto solo, influencer les choix individuels afin de les orienter vers la mobilité durable, accélérer la transition vers l'électrification des transports et les pratiques d'éco-conduite. Puis on veut aménager la ville de manière à réduire les distances à parcourir, à favoriser l'accessibilité aux transports en commun et offrir un cadre favorable à la proximité. Le second chantier est celui des bâtiments et de l'énergie, qui est responsable de 38 de nos émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, on retrouve deux cibles thématiques, soit de réduire de 30 notre consommation énergétique autre que le mazout et de 50 la consommation du mazout. Pour ce chantier, il y a deux grands changements qui ont été identifiés, soit de réduire notre consommation d'énergie par des mesures d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, avec une emphase sur les périodes de pointe. On souhaite également réduire l'utilisation de l'énergie fossile pour chauffer nos bâtiments. Le dernier chantier est celui de la consommation responsable des matières résiduelles. Nos matières résiduelles sont responsables de 5 de nos émissions. Ça peut sembler peu. Donc ça, c'est les émissions directes qui proviennent de la décomposition. Puis quand on fait un inventaire, c'est ça qu'on calcule, ou bien la consommation d'énergie. Mais au-delà de ça, il faut regarder un peu l'empreinte carbone de notre mode de vie. Donc tout ce qu'on consomme à l'endroit où il est fabriqué, la façon dont il est transporté et la façon dont il va être disposé a un impact sur l'empreinte carbone, donc sur les changements climatiques globaux. C'est pourquoi on pense que c'est un chantier qui est important, même s'il semble être plus faible avec 5 de nos émissions de gaz à effet de serre. Au niveau des cibles thématiques, on veut réduire la quantité de matière résiduelle enfouie à moins de 480 kg par habitant. On vise deux grands changements, soit éliminer seulement le déchet ultime en améliorant la performance du recyclage et la valorisation des matières organiques. Puis on veut consommer de manière responsable et privilégier l'achat local. Ce grand chantier se déploie en concomitance avec le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est déployé ensemble. Donc, de ces grands chantiers, on va en arriver aux mesures qui sont spécifiquement ce qu'on veut mettre en place. Avant d'aller dans le détail, est-ce qu'il y avait des questions sur les chantiers? Moi, juste pour rappel, dans le fond, le kilogramme par habitant, actuellement, c'est 690. Hein. On veut atteindre 480. Je vais ressortir les chiffres. Parce que dans le document complet, c'est ça le chiffre, mais je me demandais si on avait quelque chose de plus à jour ou on est encore. C'est ça, on n'a pas eu de mise à jour d'inventaire depuis 2021, ça sera. Non, mais pour le kilogramme pour les matières résiduelles, là, Ah oui, on est à 690 encore. Parce que la marge est quand même. Faudrait que je regarde le dernier rapport du PGMR. Je ne voudrais pas avancer un chiffre et faire une petite erreur pour mes collègues qui l'ont calculé. Il y a un suivi, mais c'est fait par mes collègues. Donc 210 kg par habitant par année à réduire. Oui. D'ici 2030 pour atteindre nos objectifs. Parfait. Donc, au niveau des mesures pour le plan d'atténuation, on veut s'appuyer sur trois types de mesures. Le premier type de mesures, ce sont les mesures collectives. Donc, ça cible l'ensemble des mesures sur le territoire de la ville de Sherbrooke sur lesquelles la ville peut avoir une influence. Ensuite, on veut aussi offrir des mesures corporatives qui visent principalement l'exemplarité de la municipalité en tant qu'organisation. Donc, travailler sur nos propres émissions corporatives. Puis finalement, on veut offrir des mesures de soutien à la transition climatique. C'est peut-être plus difficile de quantifier l'impact de ces mesures-là, mais elles sont nécessaires à la réussite du plan. Elles visent l'adhésion des parties prenantes, puis la mobilisation des acteurs pour renforcer la volonté puis la capacité collective et individuelle d'agir. Donc, au niveau des mesures collectives, pour le chantier du transport, on veut élaborer et déployer un plan d'urbanisme favorisant une densification orientée vers les milieux dotés de services publics, dont le transport collectif. On veut élaborer, adopter et déployer un plan de mobilité durable intégré. On veut faire du stationnement un levier en appui à la mobilité durable. On veut améliorer et bonifier les infrastructures de transport actif, incluant le mobilier urbain. On veut aménager des infrastructures d'apaisement de la circulation et de sécurisation du transport actif. On veut faire l'ajout de liens cyclables et de trottoirs. On veut déployer le projet de vélo en libre service.
On veut développer un réseau structurant de transport collectif et on veut élaborer et mettre en œuvre un plan d'électrification des transports via la disponibilité de bornes de recharge visant le domaine public, les multilogements et les ICI. Ensuite, toujours dans les mesures collectives, au niveau des bâtiments et de l'énergie, on veut maintenir et bonifier les infrastructures de production et de distribution d'hydroélectricité d'Hydro-Sherbrooke. On veut équiper les bâtiments desservis par Hydro-Sherbrooke de compteurs communicants. On veut mettre en place des mesures de sensibilisation et des moyens permettant des mesures incitatives de réduction de la consommation énergétique en période de pointe. Et on veut développer des critères climato-conditionnels pour les programmes municipaux d'aide à la rénovation. Dans les mesures collectives, on veut aussi travailler sur le chantier de la consommation responsable et des matières résiduelles. On veut donc établir la collecte des matières organiques à certaines industries, commerces et institutions et aux immeubles multilogements. Maintenant, au niveau des mesures corporatives, c'est-à-dire les activités qui visent c'est-à-dire au niveau des activités de la ville comme organisation. Pour le transport, on veut optimiser et réduire les déplacements et l'utilisation des équipements municipaux. On veut déployer un plan de mobilité durable pour les employés municipaux. On veut donner accès à de la formation sur l'éco-conduite aux employés municipaux. On veut progressivement électrifier le parc d'autobus de la STS et augmenter la part de véhicules municipaux hybrides et électriques. En ce qui concerne les bâtiments et l'énergie, on veut réduire progressivement l'usage du mazout dans les bâtiments municipaux et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux. En ce qui concerne la consommation responsable et les matières résiduelles, on veut bonifier la desserte de la collecte des matières organiques dans les bâtiments municipaux, ainsi que former et sensibiliser les employés au bon tri. On veut inclure les critères climatiques à la politique d'approvisionnement et on veut poursuivre l'application de la politique d'achat bioalimentaire locale. Finalement, en ce qui concerne les mesures de soutien à la transition climatique, pour le chantier du transport, on veut démocratiser l'autopartage en soutenant son déploiement et sa promotion. On veut réaliser des activités d'information et de sensibilisation pour inciter les organisations et la population à réduire l'empreinte carbone de leurs véhicules et de leurs déplacements. Et on veut offrir de l'aide financière pour l'achat de vélos à assistance électrique. Pour les bâtiments et l'énergie, on souhaite inciter la population et les organisations à réduire l'usage du mazout dans les bâtiments. Toujours dans mesure de soutien, au niveau de la consommation responsable et des matières résiduelles, on veut développer des outils et accompagner les grands générateurs pour une meilleure gestion des matières organiques. On veut élaborer un plan d'action pour la réduction du gaspillage alimentaire. On veut faire la promotion et favoriser la réparation et le prêt d'objets plutôt que l'achat de nouveaux biens. On veut faire la promotion et favoriser l'achat local. On veut élaborer et déployer la feuille de route en économie circulaire. Finalement, des mesures d'ordre plus transversales et de gouvernance sont également prévues. Il y a développer un test climat municipal. C'est un filtre décisionnel qui assure que les actions et décisions de la Ville contribuent à la lutte contre les changements climatiques. On veut développer un tableau de bord pour le suivi des impacts des mesures sur les émissions de gaz à effet de serre. On veut impliquer les organisations concernées dans la mise en œuvre du plan d'atténuation. On veut concevoir et mettre en œuvre un plan de communication annuel sur les enjeux climatiques. Et on veut assurer une veille technologique sur les opportunités d'innovation pour la réduction et la séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait le tour pour les mesures. S'il y a des questions, je serais disponible. N'hésitez pas. Des questions, commentaires? Monsieur Deneau? Merci beaucoup. Il y a, au point de vue mesures collectives ou mesures corporatives à la ville de Sherbrooke, je sais qu'on le voit, je pense, dans la mesure 32, là, plus bas, mais la ville, avec un budget de tout près de 500 millions, je pense qu'on doit être exemplaire au point de vue achat local, puis avoir une politique d'achat local à la ville de Sherbrooke. Je pense que ce serait important parce que, oui, on le voit, comme je disais, là, je pense que c'est la mesure, là, faire la promotion d'achat local, mais ça, c'est la promotion, c'est correct, mais d'adopter une politique d'achat local, ça serait quand même adéquat. Puis on le voit dans le contexte économique, ça serait porteur aussi. 25, démocratiser l'autopartage en soutenant son déploiement et sa promotion. Un autre aspect, c'est covoiturage. Tu sais, on voit, le nom m'échappe, là, ça finit par O, là, Amigo, et ces choses-là, je pense, tu sais, pour avoir vu des gens proches de moi l'utiliser,
covoiturage, c'est un bien qui est partagé, mais d'autres, c'est encore plus facile d'accès. Je pense que c'est tout. Quand on parle aussi de réduire les gaz à effet de serre, bien entendu, on a mis en place des programmes très bénéfiques. C'est Biénergie. Ça fait partie des moyens, je présume, qu'on va mettre en place pour bonifier, pour s'assurer une réduction de mazout. OK, merci. Aviez-vous des compléments d'information, Non, tout ça, les mesures couvrent ce que vous avez nommé, on pourra dans le choix des projets ciblés. Parfait. Puis je sais que au niveau du covoiturage, il y a le Centre de développement non, le CGD, Centre de gestion des déplacements avec la Société de transport, là, qui couvre un peu cet aspect-là. Puis, c'est le lien aussi avec Communauto, les emplacements, la station, etc. On parle beaucoup de communauté, mais comme vous dites, il y a Oui, on a plusieurs instances. exactement. Ça, c'est partage automobile, l'autopartage, mais le covoiturage, je pense que c'est encore. Moi, j'ai eu une jeune demoiselle qui étudiait à l'extérieur, puis j'ai resté surpris du nombre d'usagers de cette plateforme-là, de ces plateformes-là. Puis c'est très abordable, c'est bénéfique autant pour l'usager que le transporteur. Je sais qu'il y a des villes aussi qui ont ça entre les employés, là, des plateformes à l'interne là, de covoiturage. Ça peut être intéressant à développer également. Ensuite, j'ai Mme Robichaud en ligne qui a levé la main. Oui, merci, Madame la Présidente. Dans le fond, je veux juste savoir si éventuellement, dans le plan d'action ou quand que ça nous sera présenté plus tard, si vous allez faire un lien avec les actions qui sont déjà dans d'autres politiques ou sous d'autres services, puis où est-ce que vous allez, dans le fond, où est-ce que la politique va être plus comme influenceur ou porteur de l'action. Parce que, tu sais, quand on parle, mettons, d'électrification des transports, ben c'est plus à la STS. Nous, on peut être comme influenceur ou valorisé, mais tu sais, on voit ça dans d'autres politiques dernièrement, là, où ce qu'on divise le porteur du dossier puis l'influenceur, puis c'est quel service qui est plus en action. Parce que, tu sais, quand on lit toutes les 25 actions, on voit qu'il y en a qui sont déjà ailleurs, dans le fond, là. Oui, tout à fait. En fait, le plan climat, c'est vraiment comme un plan global. Puis c'est comme on veut mesurer les émissions de gestion, voyons, des GES. Ben, dans le fond, on veut tout inclure. Par contre, tu sais, quand on voit on voit déjà le plan d'urbanisme, par exemple, qui est totalement lié parce qu'on va cibler des secteurs où on va densifier, où on voit le PMDI, le plan de mobilité durable intégré, où on va, c'est ça, voir quels axes on va prioriser pour le transport actif, transport en commun, etc. Donc, tous ces plans-là, ils vont être inclus. Par contre, ça serait peut-être bien de nous rappeler quelles actions ne sont pas finançables par le programme ATCL. Tu sais, par exemple, tout ce qui est électrification des transports, ce n'est pas inclus, mais nous, on veut le comptabiliser quand même comme action pour réduire nos GES. Oui, donc tout ce qui est achat de véhicules n'est pas inclus. Par contre, l'achat de bornes pourrait l'être, c'est principalement ça. Puis tout ce qui est solutions basées sur la nature, ce n'est pas inclus en réduction des gaz à effet de serre. Ça pourrait être considéré en adaptation au changement climatique. Tout ce qui est entretien n'est pas inclus non plus. Il faut que ce soit vraiment des nouveaux actifs ou des nouvelles façons de faire. Entretien de voiture? Ou entretien de voiture ou de structure, toute infrastructure qui est déjà en place, même si ça a un rôle de réduction des gaz à effet de serre, ça peut être pour la maintenance d'un actif en place. Merci. Ensuite, j'ai Mme Laroche. Oui, merci beaucoup. En fait, j'ai pas suivi toutes les démarches qu'on a faites avec le plan climat. Fait que peut-être que ça a déjà été répondu dans une autre séance. Puis peut-être que ça s'adresse à une future étape là, dans notre plan climat. Puis on est juste aux atténuations. Mais quand je regardais les mesures collectives au niveau bâtiment et énergie, on parle des critères climato-conditionnels pour les programmes municipaux, tout ça. On ne parle pas encore de travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments, les matériaux, la réglementation qu'on commence à regarder aussi au niveau du plan d'urbanisme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit plus dans une étape subséquente? Est-ce que ça va faire partie des mesures qu'on veut mettre en place? Ben, on vise déjà l'efficacité énergétique en période de pointe, donc au niveau des DGES. Pour ce qui est de l'efficacité énergétique en termes de confort climatique, ça peut être vu en adaptation par rapport aux épisodes de chaleur. Ça serait plus en adaptation. Mais par rapport vraiment à l'efficacité énergétique des bâtiments aussi. Oui, on le nomme par la réduction de la consommation énergétique à l'heure de pointe. C'est sûr qu'on s'est concentré plus sur l'approvisionnement et le type d'énergie. OK.
Mais est-ce que quand même, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre en considération parce que je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus sur la réglementation qui est beaucoup liée à la construction, aux matériaux, aux futurs bâtiments qui vont être bâtis sur notre territoire, aux mesures aussi comme l'atténuation avec les toits verts, les choses comme ça. Il y a différentes mesures qui pourraient être mises en place. C'est ça, puis on avait déjà les critères climato-conditionnels pour l'octroi d'aide financière qui, eux, vont considérer certainement l'efficacité énergétique, là. Oui, mais en complément de ce que M. Deneau a apporté, je voulais juste rappeler que la politique d'approvisionnement va être revue là, dans les prochains mois, en tout cas dans la prochaine année, c'est sûr, et qu'il y a une loi qui vient d'être mise en place, évidemment le numéro, j'ai l'impression que c'est 67, mais je suis pas sûre, sur les approvisionnements, et ça va nous donner plus de marge de manœuvre justement pour favoriser le local. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on se penche là-dessus parce que, effectivement, le transport, c'est un aspect important. Donc, si on favorise le local, ben, c'est sûr que ça nous rend service au niveau de la diminution des GES. Vous dites que c'est un projet qui va être analysé avec la Commission du développement économique, Non, non, ben, on regarde beaucoup cette nouvelle loi parce qu'elle va aussi favoriser tout ce qui est économie sociale. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus au courant de ça, mais c'est vraiment une politique, je veux dire, c'est pour les règles d'appel d'offres, là. Donc, ça va nous donner plus de latitude pour insérer des critères locaux. Donc, ça va être intéressant pour les municipalités, là. Madame Boileau? Oui, quand on regarde les mesures qu'on veut mettre en place, en fait, il y en a déjà beaucoup qui sont en cours. Puis là, il y a un point que vous venez de dire qui a soulevé une question, parce que dans le fond, vous me dites que c'est des choses qui sont à venir et qui n'ont pas été, qui sont pas comptabilisées. Ce qui a déjà été fait n'est pas comptabilisé, c'est seulement ce qui s'en vient qui serait comptabilisé, par exemple les achats d'autobus ou des choses comme ça. Fait que si on en a reçu déjà parce qu'on a commencé à électrifier ou est-ce que ça va compter ou comment ça, à partir de quand ça compte? Ben, au niveau des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan, Mhm. non, dans le fond, ce qu'on cherche, toutes les actions qui ont déjà été mises en œuvre par le passé, on a progressé, ça va être noté que l'action a été mise en place. Ensuite, ce qu'on recherche à réfléchir, c'est comment transposer ça de manière claire en réduction de gaz à effet de serre pour que ce soit plus facile. OK. Donc, ça, on est encore à réfléchir à la méthodologie, puis c'est une des mesures. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas tant de le quantifier. OK. Mais ça ne veut pas dire que ce qui a été fait ne sera pas comptabilisé, puis ça ne sera pas rendu compte parce que l'objectif est à atteindre pour 2030. Donc, tout ce qui est fait avant, dans le suivi, ce sera certainement intégré, là. Donc, le futur garage qu'on est en train de construire à la STS, ça pourrait être comptabilisé aussi, vu qu'il y a des bornes et tout ça. Oui, c'est ça que, comme vous pouvez voir, il y avait de développer le tableau de bord en réduction des gaz à effet de serre. Donc, ce tableau de bord-là n'est pas encore créé et attaché. OK. Donc, probablement il y aura des trucs comme ça. On pourra vous revenir quand on va travailler sa bourde-là avec plus de précision sur ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, puis la méthodologie, mais il n'y a rien qui est fermé qui dit qu'on commence aujourd'hui. OK. Puis au niveau du mazout, c'est très, très compliqué de changer de façon de chauffer un bâtiment, là. Je me souviens plus où j'avais entendu parler de l'université, que c'était compliqué, là. Ils regardaient, ils regardaient à changer leur façon de chauffer les bâtiments, mais ça coûterait tellement cher. Comment nous, là, je sais que c'est pour nos propres bâtiments, mais quand même, C'est ça. Donc, ça va être de là, la nuance où on n'a pas nommé d'arrêter d'utiliser du mazout, mais de réduire les quantités consommées. Donc, par la biénergie, est-ce qu'il y a des moments où on peut réduire? Est-ce qu'il y a des utilisations? Est-ce qu'il y a des ajustements? Est-ce qu'on peut travailler sur l'isolation? Donc, on vise à réduire la consommation de mazout pour le moment, pas de retirer le mazout des bâtiments. C'est la nuance qui a été apportée pour permettre un déploiement graduel, justement, là. J'avais rencontré des gens de Montréal qui utilisent beaucoup les ISO là, pour leurs bâtiments, pour justement la conservation de l'énergie, réutilisation aussi de l'énergie pour chauffer leurs bâtiments et tout ça. Fait que je ne sais pas s'il y a des ponts peut-être à faire avec eux pour voir si nous, on pourrait améliorer nos façons de faire aussi. Potentiellement, ça prend une démarche qui pourrait être entreprise, là. D'accord. Madame Boileau? Monsieur Charron?
Oui, merci. Dans vos mesures transversales, le point 37, qui est le plan de communication. En tout cas, personnellement, je pense que c'est un point qui est très important, que la communication au public, ça va être très important. Puis les avancées ou les endroits qu'on va trouver difficiles, ça va être important de communiquer. Et puis je regarde, on a un service des communications, puis on a l'environnement, euh, puis je regarde la lourdeur administrative entre les différents travaux qui vont se faire à la ville. Ça va être tout un défi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de travaillé là-dessus ou quoi que ce soit, parce que déjà là, en communication, c'est toujours un défi. Donc, comment est-ce que c'est que vous avez adressé? Le plan n'est pas élaboré, mais on a vraiment de la chance. On travaille en étroite collaboration avec les services de communication, dont cette présentation, dont les outils pour le lancement du plan d'atténuation ont été déjà travaillés en collaboration avec l'équipe des communications. Donc, ils ont déjà une bonne compréhension de ce qu'on fait. On a déjà créé une habitude de travailler ensemble. Puis justement, on réfléchissait à quelle sera la prochaine étape au niveau des communications. Donc, il y a un pont qui a été créé. Le plan n'est pas établi, mais on a l'habitude de travailler ensemble. J'ai eu beaucoup d'aide là. Parce que du travail à faire quand même. OK. Merci. Merci beaucoup. Je reviens avec l'énergie des bâtiments, en fait, là, dans le fond, à la mesure 13, développer les critères climat-conditionnels pour les programmes municipaux d'aide à la rénovation. Dans le fond, est-ce que ça pourrait inclure justement d'adapter aussi notre réglementation pour tout ce qui est des bâtiments, tu sais, puis favoriser ou inciter des gestes en ce sens, là. Tu sais, je sais qu'il y a on a vu une présentation cette semaine là, de bâtiments qui avaient des circuits d'énergie, dans le fond, que tu sais, les bâtiments qui étaient des bureaux, qui chauffaient les bureaux le jour, ce chauffage-là se transférait dans le résidentiel le soir. Donc, tu sais, il y a des pratiques comme ça innovantes qu'on souhaiterait en fait inciter ou encourager avec des programmes. Donc, est-ce que cette mesure-là, parce que c'est des programmes municipaux, est-ce que ça pourrait. Bien, celle-là, elle visait principalement les programmes d'aide financière. J'essaie de trouver une pointe. Là, au niveau des mesures incitatives de réduction de consommation énergétique en période de pointe. Donc, à ce niveau-là, on pourrait avoir au point 12, on pourrait avoir une influence parce qu'effectivement, si on transfère le chauffage du jour vers un autre secteur le soir, mais on est en période de pointe. Là, il y a une froide nuit de janvier à 6 heures, c'est pas mal là de période de pointe. Donc, via la mesure 12, on pourrait le travailler de cette façon-là, comme en même temps une mesure incitative, qu'elle soit réglementaire, de soutien financier, ou de tarification. Je que la période de pointe, c'est vraiment un moment où on peut avoir un impact vraiment très réel et très. On réduit aussi des coûts vraiment de manière significative. Mais je pense que de manière générale aussi, on voudrait inciter ce genre de pratiques-là. Donc, je ne sais pas si on peut le séparer parce que je sais qu'on veut mettre l'accent sur les périodes de pointe, mais de manière générale, dans tous les jours, le quotidien, là, ce genre de programme-là pourrait être intéressant aussi. Oui, on peut le séparer en termes de l'obtention de l'aide financière d'ATCL. Il faut spécifiquement travailler aux périodes de pointe. Mais ça ne veut pas dire que si je travaille ces périodes de pointe, que je n'ai pas d'impact sur le reste. Par exemple, l'isolation des bâtiments, j'ai un impact certain sur la période de pointe, mais j'ai un impact sur le reste de la consommation énergétique. Donc, en termes d'aide financière, c'est plus spécifique. En termes de ce qu'on veut mettre en place comme mesure, c'est plus large. Là. OK, c'est inscrit comme ça parce que c'est dans les critères. Je vais comprendre. Parfait. Je me demandais aussi par rapport à tout ce qui est valorisation de la matière organique puis la collecte, là, on n'inclut pas les parcs, mais on est vraiment au niveau du travail. Puis je sais qu'il y a déjà un gros travail à faire au niveau des bâtiments municipaux, mais c'est une demande qu'on reçoit tout le temps des citoyens là, d'avoir accès à des bacs compostés dans les parcs, là. Donc, je me demande si on pourrait l'inclure en fait dans cette mesure-là. Au moins de le tester ou en tout cas ouvrir peut-être pas à tous les parcs demain matin, mais de faire des parcs qui sont fortement achalandés, par exemple. Oui, puis on pourrait le voir comme une mesure collective, ICI, les parcs étant une extension d'une institution, par exemple. Vu que c'est pour la collectivité, c'est pas pour les employés municipaux. Via cette mesure-là, on pourrait l'apercevoir de cette façon-là. La dernière chose là, qui est un peu plus, pour moi, de nouvelle, là, la veille technologique. J'ai vu là, récemment, là, avec toutes les histoires des kits de départ avec l'intelligence artificielle, etc., là, que quand on fait une recherche sur Google, là,
normale, là, versus quand on utilise l'intelligence artificielle, c'est 10 fois plus d'émissions de GES que ça produit. Puis quand il y a des grandes tendances comme ça, comme les fameux kits de départ, ben, ça fait en sorte que ça crée une surchauffe, il y a de la consommation d'eau qui est produite, en tout cas. Puis je me demandais si, dans nos mesures, tu sais, si ça pourrait inclure ce genre d'informations-là. Tu sais, je sais que ça serait peut-être à plus à un niveau même provincial, puis même national, là, qu'il pourrait y avoir un travail de fait, mais en attendant, c'est pas fait. Puis les gens, ils savent pas qu'ils produisent des GES quand ils utilisent ce genre d'intelligence. Parce que l'intelligence artificielle, à des moments où par exemple, on planifie le développement des transports en commun, ou tu sais, c'est pertinent là, parce qu'on gagne du temps puis on gagne de l'énergie au final. Mais quand c'est juste pour l'utilisation individuelle, pour participer à des grandes tendances, je trouve que c'est beaucoup moins. Donc, puis je pense que les gens ils le font parce qu'ils ne le savent pas. Fait que ça serait intéressant de, tu sais, si on a des mesures d'éducation, sensibilisation, d'inclure ce genre de pratiques-là. Ça pourrait être dans les plans communication annuels. Ouais. Au-delà de communiquer ce que nous on fait, on pourrait choisir quelques mesures de sensibilisation sur lesquelles on voudrait mettre l'emphase pour une année donnée. Ça pourrait être transité via cette mesure-là. Là. Excellent. Puis la dernière chose, c'était au niveau de nos habitudes de déplacement, là, voir un peu tu sais, le persona, qu'est-ce que ça représente pour un individu type là, de réduire sa dépendance à l'auto-solo, puis tu sais, ça serait quoi de réduire 40% au quotidien? Là? Je pense que ça serait intéressant de l'illustrer d'une certaine façon. Fait qu'encore dans des mesures de communication, sensibilisation, ça serait intéressant. Quelque chose qui soit travaillé avec l'équipe de plan de mobilité durable et intégré aussi. On est déjà en contact. Oui, c'est vrai que ça pourrait être dans ce plan-là. Effectivement. Je n'ai pas d'autres questions, donc on peut poursuivre. Pas d'autres mains levées. N'hésitez pas si vous voulez intervenir, poser des questions. Oui, M. Bélanger. OK. Il y a vraiment beaucoup de mesures inspirantes dedans, puis très positives pour l'adoption de nouveaux comportements, où ça va probablement faire une grande différence si on parle des habitudes de transport. Ça va être le réseau structurant, mais on n'a toujours pas beaucoup de détails. Exemple, est-ce qu'il va y avoir des voies réservées pour les autobus qui va faire en sorte que c'est plus rapide que l'auto? Fait que je comprends qu'on n'a pas tous les détails, mais c'est là que ça va probablement faire une vraie différence pour dire qu'un ménage abandonne la deuxième voiture puis peut avoir une seule voiture, exemple, de façon viable, parce qu'un des deux peut prendre efficacement l'autobus. Donc, c'est peut-être pas la place dans ce plan-là de déjà dire que le réseau structurant va comprendre des voies réservées, mais pour le cégep notamment, là, je pense pour l'ensemble de la population, mais c'est des mesures qui vont faire des vraies grandes différences. C'est des mesures justement qui vont être mises en œuvre plus dans un autre plan, donc le PMDI, projet structurant, mais qui vont être comptabilisées à l'intérieur de notre plan climat en termes de GES, là, parce qu'on veut vraiment avoir un tableau de bord qui nous permette d'avoir un suivi plus rigoureux de ce qu'on arrive à faire, quel impact, etc. Parce que quand on se donne des cibles comme ça, 30% depuis sous la barre de 2009. 2009, c'est la première fois qu'on a fait un inventaire à Sherbrooke de GES. Donc, si on veut réduire de 30%, c'est important d'avoir un suivi pour voir puis de solliciter, stimuler en fait la mobilisation dans ce plan-là. Donc, je pense que le tableau de bord va être vraiment intéressant. Puis, on va voir comment que les grands plans interagissent dans le plan climat finalement. Super. On va continuer. Parfait. Donc, on va en arriver aux prochaines étapes, à la conclusion. Donc, le plan que j'ai présenté aujourd'hui, on est confiant qu'il est le fruit d'une démarche rigoureuse et concertée, qui est aligné sur la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030. Et il pourrait être déposé comme plan climat partiel au ministère de l'Environnement et permettre l'accès au financement de la TCL pour financer et réaliser des projets de réduction de gaz à effet de serre. Donc, c'est pourquoi que l'adoption du plan est un jalon important qui nous mènera dans les prochains mois à la réalisation de projets de réduction de gaz à effet de serre, puis qui pourrait être potentiellement financé par le programme. Donc, les prochaines étapes, en avril ou en mai, ce serait l'adoption du plan par les instances municipales pour qu'on puisse le déposer comme plan climat partiel au ministère de l'Environnement. Selon la prochaine date de l'appel à programmation, quelque part entre juin et septembre, on voudrait avoir préparé la programmation avec la liste de projets pour la déposer, pour l'aide financière, attendre la réponse du MAMACH pour mettre en œuvre des projets démarrer la mise en œuvre des projets vers la fin de 2025 ou le début de 2026. Donc, je vous remercie.
Merci à vous. Dans le fond, on veut être prêt pour que quand que le programme ouvre, ben Sherbrooke peut déposer et mettre en œuvre des actions concrètes. Donc là, on a un plan très, très encore large parce qu'on veut se donner le plus de marge de manœuvre. Puis ensuite, en mai, on va regarder à une programmation, quelles actions, mesures, en fait, on les appelle des mesures, on veut prioriser qui vont avoir le plus d'impact dans notre réduction de gaz à effet de serre. Donc la résolution aujourd'hui, d'ailleurs, on voudrait la faire cheminer directement en voie rapide, là. Ouais, c'est ça, au conseil municipal, si ça vous va, chers membres. De ne pas attendre à ce qu'on revoie en mai l'adoption du procès verbal. Donc, on va y aller comme ça. Puis, dans le fond, la recommandation, c'est d'adopter, on recommande au conseil municipal d'adopter le document intitulé Plan d'atténuation des changements climatiques porté par le Bureau de l'environnement et qu'il soit annexé, bien sûr, à la résolution. Et aussi d'autoriser le dépôt du document intitulé, le même intitulé, Plan d'atténuation des changements climatiques, auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, comme plan climat partiel au programme Accélérer la transition climatique locale, donc notre programme ATCL. Donc, on parle d'un plan climat partiel, donc on s'attend à ce qu'il y ait une deuxième partie, probablement en 2026, pour un dépôt pour un plan climat version complète, incluant aussi des mesures d'adaptation au changement climatique, donc nos solutions plus nature, qu'on travaille déjà en parallèle, mais qui formeraient vraiment un tout comme notre base d'adaptation au changement climatique. Donc, est-ce que ça vous convient, chers membres de la commission? Et même les autres hochent la tête également. Oui, je suis pas bon. Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, ça fait pour ce point-là. Oui, Madame la directrice? Juste en terminant, j'aimerais juste remercier de nouveau Amélie Paiement pour son travail de grande qualité, sa rigueur dans ce travail-là, puis remercier également les parties prenantes. Là, on a un petit échantillon, mais tous ceux qui ont participé à la démarche, c'est vraiment apprécié, puis on est heureux de ce jalon-là, puis d'attaquer le reste du chantier devant nous là, en transition climatique. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre travail, votre implication. C'est un dossier qui était très mobilisant. C'était facile d'avoir des partenaires autour de la table pour travailler en atelier, puis être influencé par les experts aussi. Oui, M. Deneau, vous voulez ajouter quelque chose? Encore là, une félicitation. Puis je pense que je vais peut-être rejoindre les commentaires de M. Bélanger. Là. Quand vous avez parlé des moyens, je pense que ça va être là, ça va être très intéressant. Puis aussi d'aller chercher une concertation aussi en lien avec les moyens. Parce que je pense que c'est un projet collectif. Hein. Ce n'est pas juste la ville de Sherbrooke. C'est le cégep, nos institutions, puis la population s'y adhère. C'est là qu'on va atteindre l'objectif qui est quand même immense. Oui, c'est un plan qui est vraiment attendu, puis on le voyait beaucoup dans les derniers sondages. Tu sais, la population, là, je pense que c'est 90 de la population qui est préoccupée, 75 de la population qui veut avoir un impact, donc s'impliquer dans cette démarche-là. Donc, on a vraiment la majorité de la population qui, en tout cas, selon nos sondages, là, qui veut embarquer dans le plan. Donc c'est fortement attendu, puis très mobilisant. Merci beaucoup. Fait qu'on passerait à notre. En fait, on peut peut-être prendre une petite pause le temps que Mme Pelchat vienne s'installer. Donc, on peut prendre en fait, on pourrait commencer à l'heure qu'on avait prévue, donc à 10h10. Comme ça va nous laisser le temps de s'installer pour le prochain point. Merci beaucoup.